Bonjour et bienvenue sur la mécanique universelle. Alors aujourd'hui nous sommes lundi 10 janvier 2022. Je continue la lecture du livre écrit par Will Durant dans les années 30, Vie et doctrine des philosophes, dans la partie qui s'occupe du philosophe Francis Bacon. Je continue à lire cet ouvrage et puis à digresser dessus. J'ai entamé dans la dernière vidéo euh, la page 138, Le progrès du savoir, où il était éclairé le travail que s'était euh, engagé à faire donc Francis Bacon et éclairer, produire euh, une sorte de, d'analyse du progrès du savoir, résumer l'ensemble de toutes les connaissances d'alors, scientifiques, etc., et voir les lacunes, voir ce qu'il manquait pour rationaliser peut-être un petit peu toute la connaissance humaine, dans le but alors de d'amener d'ouvrir la porte à l'utopie. Et l'utopie, c'est finalement, selon moi, hein, la perfection humaine. Voilà. Donc le futur de l'humanité, ce que l'humanité peut réussir à faire en développant tout le temps sa science, ses connaissances, etc. Donc c'est plus du côté du scientifique, mais c'est pour ça qu'il y a un lien très fort avec la mécanique universelle, donc le site que je développe, où j'essaye d'exprimer l'idée que l'humanité est destinée à atteindre sa perfection, l'extase, la sagesse, la béatitude, le- la perfection spirituelle. Et pour qu'elle soit bien établie, cette perfection spirituelle, mais qui est au-delà du religieux, c'est déjà c'est au degré où on est en lien, où l'humanité se retrouve en lien avec le principe créateur, avec le principe qui a créé cet univers. Donc les religions sont dépassées pour arriver à une sorte de, de, de d'unité d'unité spirituelle, où l'ensemble des religions, l'ensemble des croyances, l'ensemble des pensées, même athées, etc., se sont réunis pour le meilleur, en fait, de l'humanité, et pour la fusion avec le principe créateur, voilà, qui soit ce qu'il est, ce qu'aura découvert l'humanité dans quelques siècles, peut-être millénaires, je ne sais pas. Mais bon, l'humanité est destinée à découvrir, selon moi, le sens de sa présence sur Terre, le, la nature du principe créateur et le, le, la meilleure façon de vivre cette existence, le pourquoi l'humanité est présente sur cette terre. Voilà. Donc, alors, il veut en fait faire une sorte de rassembler toutes les connaissances, chose que les encyclopédistes feront un siècle plus tard euh, avec d'Alembert, etc. Et c'est une vision téléologique à mon sens. Et c'est pour ça qu'elle est importante. Pardon. Alors, donc, il parcourt le vaste champ de bataille sur lequel la recherche humaine lutte avec les obstacles naturels de l'ignorance humaine. Et partout, il répand la lumière. Il attache une grande importance à la physiologie et à la médecine. Il exalte cette dernière
en tant que réglant un instrument de musique d'une fabrication minutieuse et parfaite et facilement désaccordée. L'homme, sans doute, le corps humain, et le corps et l'esprit humain. Et il a tout à fait raison, c'est ça. Et alors, voilà ce qu'en dit la mécanique universelle, mon travail, voilà ce que j'ai découvert. C'est qu'en fait, la transformation d'un primate naturel en humain accompli, en humain parfait, entre guillemets, dans la période de cette transformation, de cette chrysalide, l'être humain est obligé d'être un être souffrant de pathologie psychique, de pathologie physique, parce que c'est difficile, cette chrysalide est extrêmement difficile. Il faut passer d'un système où l'individu est géré dans la nature par la nature, c'est-à-dire que le primate naturel, il ne se fait pas de mal, il ne se maltraite pas, il est dans un système où il est géré par ses instincts. Et comme l'humanité doit perdre ses instincts au profit de sa conscience, au profit des règles euh, de la culture, euh, dans cette période, ça stimule tout un tas de pathologies. C'est-à-dire qu'il faut lutter, par exemple, contre notre pulsion qui voudrait qu'on s'affirme aux dépens d'autrui. Naturellement, voilà, chez les primates, le dominant, quand il est en position dominante, il cherche à profiter de tous les avantages du dominant, au mépris des inférieurs. Et les inférieurs se battent pour arriver à cette dominance, etc. Mais c'est d'une manière tout à fait instinctive. Et l'homme doit arriver à canaliser cette énergie, même si on continue à le mimer, ce système naturel. On continue à le vivre au sein de la culture, et de manière bien inconsciente pour la plupart, hein, mais il est canalisé. On ne peut pas complètement s'affirmer aux dépens d'autrui. Si le singe peut voler aux subalternes ce qu'il est en train ce qu'il a découvert, l'homme est condamné pour ça. Il peut continuer à le faire, mais normalement, il doit s'imposer de ne pas le faire. Sa morale, son éthique, etc., la loi, la peur du gendarme fait qu'il va contraindre cette pulsion. Et en contraignant ces pulsions-là, on se fait une sorte de mal, d'une certaine façon. Donc, c'est tout ça qui engendre des pathologies. Et ces pathologies sont nécessaires, c'est-à-dire que nos pathologies ne sont pas des pathologies en réalité. C'est la conséquence logique, et c'est la nature de notre organisation psychique et physique de l'homme. Alors, bien souvent, quand il y a des dichotomies, l'homme va se faire du mal physiquement, il va abîmer son corps euh, à cause de cette puissance de contraction qu'il doit faire sur ses pulsions. Euh, et c'est ce que ne fait pas le primate naturel. Mais c'est une période normale de notre évolution, de notre chrysalide. Nous sommes obligés de passer par cette période-là où on est tous porteurs de pathologie, d'une certaine façon. Ceux qui vivent leur pulsion naturellement, c'est-à-dire les narcissiques, les psychopathes, voilà, qui ne compriment pas leur
leur pulsion abusante d'une certaine façon, mais c'est aussi une pathologie. Et ceux qui, par la névrose, contre, contractent leur désir, leur pulsion, et se font du mal à eux-mêmes au lieu de faire du mal à autrui. Voilà. Donc c'est ce qui est le plus normal, ce serait justement de se faire du mal à soi-même plutôt que du mal à autrui. Voilà, dans les deux extrêmes, la position la plus juste, elle est du côté de la névrose. Bon, j'explique ça de façon très schématique, hein, et c'est peut-être pas juste, mais enfin voilà comment j'explique la chose. Évidemment, l'idéal c'est d'être dans l'équilibre, comme le préconisent une grande partie des philosophes, les épicuriens, etc., de se positionner au centre et d'éviter la souffrance, donc d'écarter les pulsions, d'écarter les désirs inutiles, etc. La philosophie et la religion, hein, d'une certaine façon, donnent les clés de cela. Après, c'est difficile. Et en plus, alors, la religion et la philosophie donnaient ces clés-là, elle continue à les donner, mais la période où le marché a pris le pouvoir sur la religion et sur la philosophie, et ben dans cette période-là, dans laquelle nous sommes, il restimule toutes les pulsions, tous les désirs, tous les envies, tous les espérances folles qu'il nous met dans la tête. Voilà, il faut gagner plus pour vivre mieux, etc. Il nous donne les valeurs des dominants, il donne les valeurs des dominants au plus grand nombre, alors que le peuple, normalement, il ne s'intéresse pas à ça. Il n'est pas dans la compétition, il cherche pas le pouvoir, il cherche pas à s'enrichir pour avoir encore plus de pouvoir, etc. C'est les dominants qui ont cet état d'esprit. Et les dominants ont réussi à le donner à l'humanité tout entière. Ça a été ces 40 années qu'on vient de passer et qui ont été une débauche extraordinaire de pulsion, d'une certaine façon, dans laquelle on commence à vouloir sortir. Mais comme c'est instinctif, on en sort très lentement. C'est pas la conscience qui est en train de dire bon là on a fait, c'était pas les bonnes valeurs qui ont été enseignées à l'humanité. On va changer, on va revenir à des valeurs fondamentales, des valeurs philosophiques fondamentales, beaucoup plus proches de celles que le peuple veut, puisqu'on est en démocratie. Le peuple, ce qu'il veut, c'est pas la compétition, c'est pas la guerre, c'est pas la violence entre les êtres humains pour acquérir le plus de pouvoir, le plus de richesse, le plus de biens, etc. C'est de vivre heureux, en harmonie avec, de bien élever ses enfants, d'avoir, de profiter de la vie, de ses amitiés, etc. Voilà, de traverser une vie comme ça, en ayant du travail, et le moins de peur possible, donc d'être le mieux soutenu par le pouvoir, par le système, voilà, comme que ça soit un état-providence d'une certaine manière, et peut-être maintenant, on était sur l'état-providence, maintenant on doit passer d'un palier et passer à l'humanité-providence. C'est ce que je préconise depuis longtemps. Je pense que c'est notre prochaine étape, c'est l'humanité-providence. Le salaire universel de vie, le fait d'offrir à chaque être humain qui est sur cette terre la possibilité d'éduquer ses enfants, de soigner, de se soigner, de se nourrir, d'être nourri, etc., sans aucune difficulté, d'avoir un toit, voilà, que tout ça, ça soit de l'ordre du droit que l'on donne à chaque être humain qui apparaît sur cette terre.
À partir du moment où vous apparaissez sur cette terre, vous avez droit à un toit, une éducation, des soins, exactement pareil pour tout le monde, euh, etc. La liberté, le fait de pouvoir, euh, de ne pas être maltraité, le fait d'être défendu si quelqu'un vous oppresse, si quelqu'un vous maltraite, etc. Voilà, et ça partout sur la planète. C'est arriver à cette dimension de vie. L'humanité, elle est vouée à aller vers ça. Elle ne peut pas ne pas y aller, parce que c'est l'espérance de chaque être humain. Et de partout, l'humanité travaille petit à petit là-dedans, mais n'importe où, hein. Voilà, les lois, on sort chaque mois, chaque jour, chaque semaine, des lois nouvelles qui empêchent, qui essayent de contenir de mieux en mieux l'oppresseur sur l'oppressé, de protéger de mieux en mieux le protéger, même si il y a eu cette période de régression du néolibéralisme. Mais on est dans cette mécanique-là. Cette période-là, elle va finir d'abord, et puis c'est juste un moment qui a été nécessaire pour passer euh, de, du stade national au stade mondial, la mondialisation. Pendant la période de mondialisation, il fallait que ce soit le marché qui prenne le pouvoir et qui donne ses valeurs à l'humanité. Malheureusement, c'est pas ces valeurs, on voit qu'elles sont destructrices de valeurs fondamentales. Mais par contre, c'était une nécessité. Et voilà, on devra sortir de ça. Et ça se fait ici, mais ça se fait au Pérou, ça se fait en Afrique, ça se fait, voilà, cette demande par le peuple de euh, d'aller vers ce bien-être, vers ce bonheur qu'il, auquel il a droit, auquel chaque être humain qui apparaît sur cette terre a droit. Et ça ne pourra pas être contesté, parce que même si un fou furieux, un nouveau fou furieux, un nouvel Hitler vient et ramène une sorte d'eugénisme en disant mais ça c'est pas ces règles spirituelles qui veulent l'égalité, qui veulent le bien pour tous, etc. On s'en fiche. Nous, ce qu'on doit suivre, c'est les règles de la nature. Le plus fort, que le plus fort oppresse le plus faible, c'est normal, c'est logique. Il y aurait une révolte à chaque fois, c'est quelque chose qui, même si un fou arrive à l'imposer, d'abord il s'autodétruit par l'obscénité de sa propre de sa propre toute-puissance. C'est le cas d'Hitler. Il arrive avec ces idées-là. Voilà, nous, l'Allemand, il doit régner sur la planète, mettre tous les peuples slaves qui sont des esclaves potentiels euh, sous notre coupe, etc. Et cette arrogance, ce désir de toute puissance qui conduit automatiquement à la surdité, l'entraîne obligatoirement à la chute. Parce que l'ensemble du corps humain, comme un corps humain, quand il a une blessure quelque part, tout converge à cet endroit-là pour le soigner, pour régler le problème. Et donc voilà, si on a une jambe qui est sectionnée, et ben, le corps, il envoie à cet endroit de quoi arrêter les vaisseaux, le sang, les trucs, cicatriser, faire... Voilà, il y a une chose comme ça au niveau du corps humain, et c'est pareil au niveau de l'humanité. Tout converge vers ce point euh, d'excès pour le détruire et revenir aux valeurs fondamentales de l'humanité, et encore plus forte, encore au-dessus. C'est ce qui s'est passé après le nazisme. Le comité de la résistance a amené encore plus de, de, de choses de social à la société. Et donc,
à amener plus d'égalité, plus de bien-être, plus, etc. Plus de culture, plus d'éducation, plus de soins, de meilleurs hôpitaux, etc. Pendant ces 30 glorieuses, ça a été extraordinaire. Et même si, après, à la fin de cette période-là, quand on rentre dans les années 80, dans le néolibéralisme avec les Thatcher, les Reagan et les Mitterrand, euh, on, c'est une régression ponctuelle. Bien sûr, c'est une régression. C'est clair. Les dominants veulent reprendre ce qu'ils ont été forcés à donner, ce que les syndicats, ce que l'opposition les a forcés à donner aux ouvriers comme progrès sociaux. Et ils veulent les récupérer en somme. C'est cette chose-là. C'est instinctif. Quand le système dominant est dans la toute-puissance, il a envie de revenir de refaire des esclaves, de refaire des gens qui sont serviles, de retrouver de la toute-puissance comme tout le temps, quoi, comme les patronats du 19e siècle. C'est pourquoi ces patrons occidentaux sont partis refaire les mêmes conditions, trouver les mêmes conditions que le 19e siècle au Pakistan, en Inde, voilà, en faisant travailler des gens serviles. Symboliquement, c'est incroyable, quoi, si on y réfléchit. Et ils ont réussi à faire cela parce qu'ils avaient les médias, parce que si les journalistes si les médias avaient été libres, ça aurait été l'intelligence qui les aurait animés, au lieu que ça soit la servilité. Là, c'est la servilité, donc ils se sont tus, ils ont même pas pris conscience de ce qui se passait. Ils n'ont même pas pu voir que symboliquement, le patronat occidental allait rechercher des esclaves comme au 19e siècle dans les pays sous-développés, en délocalisant. Mais, et donc, voilà, enfin, bon, vous m'avez compris. Euh, où en suis-je? Bon, il se fit trop nos médecins comme dadadam, etc. Non. Donc il parcourt le champ, il exalte ces dernières à la médecine, il exalte ces dernières en tant que réglant un instrument de musique d'une fabrication minutieuse et parfaite et facilement désaccordée. Mais il s'élève contre l'empirisme vague des médecins contemporains et contre leur facile tendance à traiter tous les maux avec la même prescription, ordinairement des drogues. Nos médecins sont comme des évêques qui ont le pouvoir de lier et de délier, mais rien de plus. Il se fie trop au hasard, à l'expérimentation personnelle sans coordination. Qu'ils fassent des expériences plus vastes, qu'ils éclairent l'anatomie humaine par l'anatomie comparée, qu'ils se livrent à la dissection et s'il le faut à la vivisection, et surtout qu'ils fassent un compte-rendu clair et intelligible de leurs expériences et des résultats obtenus. C'est ce qui s'est passé, c'est ce qu'a fait l'humanité là. À partir de là, elle est partie dans la science, dans la découverte, voilà. C'est la grande période justement où l'Occident a une valeur extraordinaire, même si d'un côté elle part conquérir des peuples qui étaient tranquilles et qui étaient en paix et les maltraiter, les abuser et faire un génocide incroyable avec les Indiens d'Amérique par exemple, ou avec la traite des négrières. En même temps, on ne peut pas non plus passer sous silence le fait que l'Occident amène cette réflexion et tout ce travail à l'humanité. Voilà. Donc, qu'il soit jugé pour ses excès, mais qu'il soit aussi apprécié pour ses qualités. Et ça doit être fait pour chaque peuple, pour chaque civilisation, pour chaque culture, pour chaque communauté religieuse.
Il y a du bien, il y a du moins bien. Mais on ne peut pas dire que, par exemple, la religion, c'était le plus grand facteur de guerre, c'était le plus grand facteur de cruauté ou quoi que ce soit. C'est pas vrai. La religion a amené un progrès intense à l'humanité. Elle a justement maîtrisé les pouvoirs laïques, les rois, voilà, ils ont été obligés de, de penser qu'il y avait une puissance au-dessus d'eux-mêmes, c'est-à-dire Dieu, un Dieu qui les chapeautait. Donc ils ont perdu cette toute-puissance dont parle Freud avec le Père Tout-Puissant, le totem en fait, hein, que rien qu'aucune loi, qu'aucun spirituel ne chapeaute. Tandis que grâce au spirituel, il y a un adoucissement des mœurs. Et ce n'est pas les spirituels qui ont, qui, ont, qui ont massacré les Indiens. C'est le laïc en fait. C'est ceux qui, sous couvert de spirituels, ont fait ces exactions. Mais c'était des hommes cruels, fondamentaux. Ils appartenaient à une religion par accident, mais c'était pas sous le couvert du spirituel, parce qu'ils étaient à des kilomètres de la pensée du Christ, par exemple, ceux qui se réclamaient du christianisme. Donc ils n'avaient plus rien à voir avec les valeurs christiques. Euh, donc c'est bien, il faut rendre à César ce qui est à César. C'est ce que je veux dire. Bacon pense que les médecins devraient être autorisés à faciliter et à hâter la mort, euthanasie, dans les cas où la fin ne serait autrement différée que de quelques jours et au prix de grandes souffrances. Mais il invite les médecins à étudier davantage l'art de prolonger la vie. Ben, c'est très juste, c'est très très juste, bien sûr, c'est très juste, c'est très humain. Il fallait le faire à l'époque. Voici une nouvelle partie. Mais déjà, à l'époque, ils arrivaient à prolonger la vie. C'est assez curieux, ça. Ouais, alors. Bon, bref, c'est intéressant parce qu'on s'imagine que la médecine de l'époque était complètement archaïque. Mais en fait, elle était d'avant-garde comme la nôtre. Hein. Sauf qu'elle était à son avant-garde à elle. Mais elle était d'avant-garde. Elle était, voilà, les médecins découvraient, cherchaient, trouver, découvrir, ben, par exemple, ces longs nez que les médecins avaient quand ils allaient voir les pestiférés, etc. Et ben, c'était l'antériorité de nos masques. Et c'était extrêmement intelligent comme création. Et nous, on voit ça comme... ça ressemble un petit peu à... ça fait un peu curieux de voir ces dessins. Alors qu'à l'époque, quand ils voyaient un médecin avec un nez comme ça, c'était comme nous quand on voit ces gens habillés avec des choses à la pointe, voilà, voilà, c'est la même chose, de prolonger la vie. Voici une nouvelle partie de la médecine, bien imparfaite, quoique la plus belle de toutes, car si l'on arrive à combler ces lacunes, la médecine ne sera plus entièrement occupée à des viles guérisons, et les médecins ne seront pas seulement honorés pour leurs nécessités, mais comme dispensateurs du plus grand bonheur terrestre qui puisse échoir à des mortels. Voilà ce qu'il disait, ce qu'il écrivait Bacon. Et il avait raison, et c'est ce que j'écris d'une façon pour nos dominants, pour nos chefs d'État. Je leur dis, si vous arriviez à faire, pendant votre passage, vous avez 5 ans, 10 ans, grand maximum de pouvoir plein en étant chef d'État, vous pouvez vraiment marquer votre passage
et en étant des dispensateurs du plus grand bonheur. Et vous pouvez au contraire être celui qui va piller les richesses de son peuple, qui va l'appauvrir, qui va au profit des dominants. Donc vous allez pouvoir, vous pouvez être euh, Robin des Bois ou l'inverse, ou le comte de Nottingham, là, je ne sais pas comment il s'appelle, mais celui qui défend les pauvres, qui défend les opprimés, ou celui qui défend qui se range du côté des puissants par peur. Donc le lâche ou le héros, c'est à vous de le choisir. Et vous avez le choix d'amener le plus grand et d'être honoré, d'être vraiment honoré de votre passage. Et malheureusement, c'est pas très bien entendu tout ça. Voilà, bon, je vais arrêter là pour cette première vidéo du lundi 10 janvier. Merci.